Bien, mesdames et messieurs, je ne vais pas être trop long. Vous avez déjà été largement studieux, concentré et engagé dans le cadre des différents travaux autour de cette journée. D'habitude, en tout cas même nativement, j'ai plutôt coutume de vous accueillir. Mais la cérémonie aux Invalides des adieux aux armes du général d'armée Thierry Burkhardt me conduit évidemment à devoir faire passer mes obligations ministérielles avant l'accueil comme président du musée des impressionnismes. Et donc c'est pour ça que je conclue cette journée. Merci pour la fidélité évidemment du forum et à travers le forum, le cercle aussi tout au long de l'année. Merci Romain de persévérer dans le choix de Giverny pour l'organisation de ce moment de réflexion dont on voit bien que cette question de toute façon va traverser le débat public durablement, c'est le moins qu'on puisse dire, dans les temps qui viendront, et y compris d'ailleurs, j'emboîte un peu le plat de ce qu'Astrid, ma collègue, était en train de détailler sur les interactions sociales, travail, quantité de travail disponible et évidemment les questions de durabilité, pour vous parler aussi quand même d'un mot, parce qu'il y aurait quelque chose d'un peu décalé, d'un peu hors sujet, de ne pas faire aussi cette connexion entre malheureusement l'impact environnemental et les questions de géopolitique et même les questions de sécurité. Et alors je fais toujours le même exercice. Si on s'était vu l'année dernière, il y a 12 mois, qu'est-ce qu'on se serait dit ou qu'est-ce qu'on aurait vu de nouveau? Pas besoin d'aller chercher parfois à 24, 36 mois ou beaucoup plus loin en disant au fond, l'année dernière on n'avait pas connu le cyclone Chido à Mayotte, avec un nouvel exemple de dérèglement climatique très lourd en Outre-mer, faisant appel à de la sécurité civile militarisée, c'est-à-dire en clair, on est dans une situation tellement grave que seules les forces armées ont été en situation pour appuyer le corps préfectoral et la sécurité civile de se déployer, avec évidemment des enjeux là aussi qui sont redoutables autour des écosystèmes maritimes. Il y a un an, on n'aurait pas forcément parlé d'une nouvelle prédation venue des États-Unis d'Amérique sur le Groenland, parce qu'évidemment, le réchauffement climatique, non seulement dégage de nouvelles voies maritimes disponibles, y compris pour les sous-marins nucléaires, mais aussi pour de nouvelles routes commerciales sur l'Arctique, mais également sur un certain nombre de pôles, une prédation de matières premières, des positions stratégiques nouvelles sur lesquelles il faudra évidemment veiller. Notre préfet de l'Eure était jadis préfet des terres australes et antarctiques françaises. Il en sait quelque chose. Les questions de terrorisme et de démographie, dont on voit bien qu'en 12 mois, le Sahel s'est malheureusement réveillé avec une pression terreau qui n'a jamais été aussi forte sur Burkina Faso, Mali, Niger et la bande sahélienne. En plus d'avoir une démographie très importante, connaît une pression de flux migratoires liés au terrorisme et évidemment aussi liée à la question du réchauffement climatique. Et je crois aujourd'hui qu'avec quelques panélistes, vous avez réévoqué la question de l'accès à l'eau, dont on voit bien que là aussi, ça va être un bouleversement majeur sur un continent africain qui fait aujourd'hui 1,5 milliard d'habitants et qui, selon certaines projections, c'est selon, globalement, d'ici à 2070, pourrait tutoyer, en tout cas dépasser les 3 milliards d'habitants. Donc on le voit bien, de toute façon, cette adhérence entre la géopolitique, les appétits étatiques de certaines puissances, les dérèglements divers et variés, vont de toute façon se connecter à ça. Sans compter que l'homme est assez ingénieux quand il s'agit de polluer ce qui n'a pas encore été pollué. C'est évidemment la question des fonds sous-marins de très grande profondeur. Ça, à la rigueur, ça a toujours déjà un tout petit peu existé. Je regarde Chantal Jonot qui, là-bas, connaît bien ces dossiers. Les très hautes altitudes, l'espace, où même la guerre froide avait jusqu'à présent régulé par des traités internationaux dans les années 60-70 le fait de ne pas nucléariser l'espace. Or, on le voit bien aujourd'hui, une tentative russe d'importer, en tout cas de positionner en orbite haute des engins nucléaires. La très haute altitude, c'est cette zone entre 20 et 100 km. Donc on n'est pas dans l'aéronautique, moins de 20 km. On n'est pas encore complètement dans le spatial, plus de 100 km. C'est le fameux ballon chinois qu'on a vu au-dessus des États-Unis il y a de ça plus de 2 ans. Enfin, on voit bien que c'est une zone qui, au fond, était peu occupée par quelques avions de chasse jadis, et encore de manière très minoritaire parce que ce n'est pas un sport de masse. Souvent, c'était une zone de passage de missiles. On voit bien que c'est une zone qui est en train de se peupler. Et donc, au fond, je ne veux pas être trop pessimiste, mais il y avait quand même un certain nombre d'environnements qui étaient jusque-là purs et parfaits, sur lesquels la vie anthropologique, humaine, n'avait pas encore souillé quoi que ce soit. Et on le voit bien au fond, le retour de cette nouvelle guerre froide, nouvelle version, je ne sais pas comment on peut l'appeler, en tout cas, on n'est pas en guerre, mais enfin on n'est plus en paix, fait qu'évidemment, ces compétitions, ces conquêtes aussi de technologie vont nous amener à avoir un dérèglement qui sera de plus en plus important. Et donc c'est un vœu que je forme aussi, Romain, c'est que peut-être sur une édition prochaine,
les questions d'adhérence entre la géopolitique et évidemment les questions environnementales soient davantage traitées. Jusqu'à présent, le forum le faisait au fond à travers les COP, à travers les grands engagements internationaux. Mais enfin, quand on voit aussi la crise du multilatéralisme tel qu'on le connaît, les pannes onusiennes diverses et variées telles qu'on a pu les constater, il est clair aussi qu'il va falloir non seulement continuer de traiter le global, mais aussi en même temps, mais Astrid l'a fait dans ses fonctions, retraiter évidemment les questions locales. Alors évidemment, la réponse, nous, Français, elle doit être à notre niveau, y compris d'ailleurs pour mon ministère, peut-être de deux natures, j'y reviens pas. La première, c'est rester prêt et toujours performant dans la gestion des crises, parce que de plus en plus nos concitoyennes et nos concitoyens vont être exigeants pour ce faire. En Outre-mer, c'est absolument cardinal et majeur. Or, on le voit bien, ça sera de plus en plus violent, de plus en plus fréquent. Et dans les scénarios noirs, difficiles pour l'État et pour les collectivités locales, dans notre pays, c'est la concomitance de crises est une chose, mais la juxtaposition de crises simultanées, elle, pourrait nous créer une tension complètement inédite. Et il suffirait d'avoir un tout petit choc à l'Est, un gros choc terroriste en même temps et une catastrophe climatique en Outre-mer pour avoir ministère de l'Intérieur et ministère des Armées en situation de très grande tension. Et donc ça veut dire au fond que repenser nos réserves, repenser peut-être demain des engagements de nouvelles manières va être absolument indispensable pour avoir justement, comme dans d'autres pays, des systèmes de garde nationale ou autres avec une logique de spécialisation. Alors, typiquement dans notre armée de terre, on parle d'incendie, on parle de catastrophes naturelles, d'ouragans ou de cyclones, pardon. Bah, il est très clair que développer les régiments de génie va constituer une priorité. On ne va pas rouvrir des régiments de génie, pas besoin en permanence. Bon. Néanmoins, cet appoint par la réserve va devenir un sujet absolument clé. C'est un premier exemple, mais je crois qu'il est clé, car comme d'habitude, on peut désespérer beaucoup parfois dans notre pays du fonctionnement des pouvoirs publics, mais force est de constater qu'en France, lorsqu'il y a un coup dur ou une crise, les pouvoirs publics tiennent bon. D'ailleurs, c'est bien cette anomalie. C'est comment se fait-il que ça fonctionne aussi bien quand il y a une crise très grave, et comment se fait-il que parfois on soit aussi emmerdant avec les citoyens et les entreprises quand la mer est calme. Bon, ça sera, enfin, c'est un sujet pour plus tard. En tout cas, il est clair que je reste persuadé que c'est un des sujets sur lesquels il avançait. Le deuxième point, c'est l'innovation. J'ai regardé le programme que Romain m'avait donné en arrivant. Il est clair et clé que l'innovation technologique doit quand même être au service des réponses. Puisque pendant longtemps, la technologie a plutôt été au service justement de la pollution, il faut faire en sorte quand même que pour la décarbonation, pour l'énergie, pour l'électricité, les outils numériques de demain nous permettent de le faire. Je crois que c'était l'objet justement d'une des tables rondes. Bon, il se trouve que pendant longtemps, au fond, les armées y ont contribué. Parce que souvent, un euro d'investissement dans un programme militaire avait souvent un ruissellement évident sur le civil. Il y a deux grands exemples. Un exemple américain, c'est Internet, création militaire par excellence, et non des moindres. Et la deuxième innovation, c'est évidemment l'atome, puisque le lien entre l'atome militaire des années 50 et 60 du CEA a donné largement notre parc électronucléaire français par la suite. Bon, il se trouve que depuis globalement 30 ans, il n'y a plus beaucoup d'innovations militaires qui ont un impact sur le civil. C'est plutôt l'inverse. L'exemple le plus connu étant bien sûr les drones désormais. Les dronistes sont avant tout civils. Les premiers fabricants de drones sont des drones loisirs, des gens qui développaient justement des solutions en ligne pour y faire de la photo, que sais-je. Bon, là on voit bien quand même que sur l'intelligence artificielle et le quantique, si on ne s'y prend pas autrement, les mêmes causes vont reproduire les mêmes effets. Alors évidemment, il y a plein de choses qui se font en matière d'IA. Vous avez parlé, je crois, d'IA générative. La question se posera aussi de l'IA générale bientôt. Bon, là, il est clair que si nous, ministère des Armées, avec la force de frappe qu'est la nôtre, pas parce que l'argent, mais aussi parce que l'école polytechnique, école militaire, parce qu'il y a aussi une capacité à former, fidéliser et fixer des compétences. Il n'y a pas d'IA sans data, il n'y a pas d'IA sans puce, sans serveur. Bon, ça déjà, la messe est un peu dite et il faudra du temps pour avoir une filière autonome européenne, parce que je pense que française, ça sera difficile. Enfin, il faut aussi des cerveaux. Bon. Et ça, pour le coup, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et donc, on a inauguré cette semaine un supercalculateur, qui est le 3e plus grand supercalculateur classifié au monde. On a fait ce choix de ne pas prendre du retard et coûte que coûte de financer cet investissement. Ça n'a pas été que simple par les temps qui courent, mais nous y sommes arrivés, avec cette promesse un peu duale. Évidemment, ce supercalculateur va servir à générer des programmes pour nos armées, pour nos systèmes d'armes. Vous avez tous vu peut-être le chant du loup avec les fameuses oreilles d'or. On voit bien que les oreilles d'or, à l'heure de l'intelligence artificielle demain, ça sera évidemment quelque chose de complètement nouveau. Mais enfin, il est clair aussi que ce supercalculateur doit aussi avoir une adhérence civile. Et c'est là où la question énergétique est clé, parce que pour le coup, on voit bien que la maîtrise de l'énergie, je reviens à mon point de départ, va être une énorme source de compétition et de confrontation entre les États.
L'essentiel des menaces hybrides que la Russie fait peser sur l'Occident et sur l'Europe sont spécifiquement sur l'énergie. D'ailleurs, infrastructure de transport, note récente encore de la DGSI, de la DGSE, infrastructure de transport, infrastructure en matière d'eau potable et infrastructure d'énergie. Tout est dit. Et donc la sécurité de ces infrastructures va passer aussi par des défenses nouvelles et l'intelligence artificielle devra nous y aider. Et donc là aussi, il faut qu'on soit capable de réinventer notre pays à dualité, comment un euro civil pousse un euro militaire, comment un euro militaire pousse un euro civil. Parfois, d'un vert écolo à un vert kaki, en fait, il n'y a qu'un ton de pastel à pousser. Et au fond, c'est le vœu que je porte, c'est d'arrêter de vivre dans un débat public un peu, bref, en tout cas un peu scolaire et un peu étanche. Et comme si tout ça était si simple, et donc il faut que désormais aussi nous acceptions de réépouser la complexité de ces sujets, qui sont au fond à la fin pas que des sujets d'argent ou des sujets politiques, même si on aura l'occasion d'y revenir, mais qui sont aussi tout simplement des sujets de technologie, des sujets de science, et face à lesquels il faut qu'on soit beaucoup plus humble et qu'on essaye aussi collectivement de trouver un certain nombre de réponses. En tout cas, bravo pour l'engagement ici, pour le forum, qui me soit permis d'avoir une pensée particulière pour Sylvain Amic, qui nous a quittés, patron du musée d'Orsay, mais il se trouve aussi qu'à ce qualité, il était vice-président du musée des impressionnismes et sa disparition a été un choc immense pour nous tous, puisqu'il était très attaché à cet endroit et nous étions, je le dis devant les membres du conseil d'administration qui sont ici, nous étions toutes et tous très attachés à lui. En tout cas, tout à l'heure, nous aurons une pensée pour lui dans les jardins de Giverny, puisque j'ai cru comprendre que nous étions invités par le conseil départemental de l'Eure, heureuse collectivité, que j'ai l'honneur de représenter, à partager un verre de l'amitié et nous retrouver avec un certain nombre d'invités du département de l'Eure, parce que Romain le sait, j'avais beaucoup insisté là-dessus, il a accepté de relever le défi. Il est important aussi que le forum embarque le territoire, les élus locaux, les entreprises, les associations, et pas que ça soit un rendez-vous isolé justement du reste de la dynamique territoriale. Et donc ça nous permet aussi d'avoir des échanges croisés entre Normands et quelques Parisiens que nous acceptons pour l'occasion. Merci à toutes et à tous en tout cas. Merci Monsieur le Ministre, merci beaucoup.